moi, les salaires et tout ça, et mon parcours. Et on m'a demandé si j'avais quelques conseils à donner. Le premier, ça serait négociation de salaire. Ne pas hésiter, c'est super important. Dans une entreprise, souvent, les négociations de salaire, ça va entre 3 et 7% d'augmentation par an. Voilà, comme dit Geoffrey, négocier, c'est super important. Et pour vous donner une idée, en fait, quand on négocie 5%, en fait, 5% d'un mois, c'est un jour de boulot. C'est-à-dire que quand tu négocies ton salaire de 5%, c'est comme si c'était payé une journée de plus par mois sans bosser. Donc, super important, 5%, c'est pas rien du tout, tu vois. Une autre anecdote qui m'est arrivée il y a 3 jours, c'était le moment des interviews annuelles pour négocier les salaires. Donc, je négocie, je voulais à peu près 3-4%, sachant qu'il y a le Covid. Donc, négocier des projets serait un peu plus compliqué. Je savais très bien que la négociation des salaires, elle allait pas être ouf ouf, quoi. Donc, je pars avec 3-5% en idée. Et on me dit direct, voilà, tu n'auras pas plus de 2%. C'est la merde avec le Covid. On peut pas se déplacer dans les autres pays parce qu'il n'y a pas trop le droit de voyager pour l'instant. C'est compliqué. Ok, pas de problème. Là, ce qu'il faut, c'est en fait avoir un plan A, un plan B, un plan C, avoir plusieurs façons d'arriver à ton plan A, plusieurs façons d'arriver à ton plan B, plusieurs façons d'arriver à ton plan C. Donc, faut s'y préparer avant. En fait, une négociation de salaire, clairement, c'est une guerre. C'est un combat avec le patron, quoi. Donc, faut vraiment sortir le plus d'arguments et dire, ok, s'il n'y a pas ça, alors il y a ça. Et donc, j'ai la chance d'être dans une startup où on voyage pas mal et j'ai dit, ok, bon, 2%, ça me va. Mais par contre, je veux faire au moins 3 voyages dans l'année. Et bah super. Et donc là, voilà, comme dit Brontis, se préparer, c'est super important, surtout pour une négociation annuelle qui arrive une fois par an, quoi. L'autre chose, c'est ce que j'appelle les 3 F. Les 3 F, c'est une technique qui me permet de savoir si je dois partir ou pas du boulot dans lequel je suis actuellement. Les 3 F, c'est pour fric, fun et formation. Le fric, c'est t'es bien payé. Le fun, c'est à quel point tu t'amuses dans ta journée et à quel point tu kiffes ce que tu fais. Et la formation, c'est si tu continues d'apprendre. Et s'il y a un de ces trois-là qui manque, je commence à m'intéresser à d'autres entreprises pour pas stagner. Donc, les 3 F. L'autre indicateur qui pour moi est très important, c'est le sommeil. Le sommeil, pour moi, c'est un indicateur super important parce que le premier, c'est à quelle heure tu t'endors facilement. Si tu arrives à t'endormir facilement, sans compter les problèmes qu'on peut avoir personnellement, mais si tu arrives à t'endormir facilement sans penser à ton boulot, c'est qu'en fait, on va pas te contacter à 2 heures du matin, que tu es assez sûr de ton code, qu'il va pas casser, qu'on va pas t'appeler au milieu de la nuit. Donc ça, c'est si tu arrives à te coucher facilement. Le deuxième critère du sommeil, c'est si tu arrives à te lever facilement. Si tu te dis, ok, j'adore mon boulot, est-ce que j'arrive à me lever facilement le matin pour aller bosser? Voilà, pour moi, le sommeil, critère important. Un autre conseil que j'ai, c'est saisissez chaque opportunité. À Xebia, on m'avait proposé une formation en Scrum Master. Je me dis, vas-y, je suis dev, Scrum Master, je m'en fous et tout ça. C'était une formation payée par l'entreprise. Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre. Peut-être une journée, en plus qui est banalisée et tout. Rien à perdre. Je fais ma journée formation Scrum Master. Je suis diplômé, tout ça. Enfin, je suis certifié plutôt. Et bah, en fait, Scrum Master, moi, après, c'est une qualité en plus pour négocier un salaire. Et donc, quand je suis revenu à CityTaps, hop, j'ai pu demander un peu plus parce qu'ils ils avaient pas de Scrum Master dans l'entreprise. Donc, hop, pour une journée de dev, bah, en fait, j'ai gagné peut-être 2 000 € sur l'année, quoi. L'autre chose, c'était du Java. Tu sais, à Ethic, on n'est pas très, très Java. Enfin, je pense que vous, c'est encore la même chose. Et, mais à Xebia, il y avait un des projets qui était en Java, donc j'étais pas très motivé, mais je l'ai fait quand même. Bah, quand je suis retourné à CityTaps, les objets connectés, ils sont écrits en Java. J'ai pu prendre le lead sur ces projets-là et me rendre encore plus indispensable. Le recrutement, super important. Si vous avez la chance de pouvoir recruter des gens, de pouvoir donner des conseils et faire passer du recrutement, c'est super important. Parce que quand tu te mets sur la peau d'un recruteur, bah, en fait, tu deviens, enfin, tu te rends compte de ce qu'un recruteur attend, de la liste au Père Noël et tout ça, et ça te permet de postuler encore plus facilement à d'autres jobs parce que tu sais à quoi pense un recruteur. L'autre occasion, c'est si vous avez un blog d'entreprise ou vous pouvez vous créer un blog personnel, c'est l'écriture d'articles. Écrivez des articles, ça vous donne un nom sur Internet, ça donne énormément de flux entrants sur votre LinkedIn et vous avez énormément de contacts qui rentrent et comme ça, vous pouvez voir plein d'offres. Autre conseil, donc c'est par rapport à la formation de Scrum Master, j'ai tellement adoré, en vrai, que je suis rentré chez moi le soir et je me suis dit, ok, dans mon couple, je vais mettre en place Scrum, mon couple va devenir agile. Et, ça, c'était une des meilleures choses parce que donc à chaque sprint de une semaine, nous c'est un sprint d'une semaine, en fait on fait une rétrospective et ça avance
je répondrai à ta question après, Geoffrey. Et ça avance super bien, ça permet d'itérer rapidement. Et j'ai même mis en place l'agile dans ma vie, où voilà, en chaque début de semaine, je me dis, ok, j'aimerais travailler sur ça, 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 pas en rapport avec le boulot de cette étape, mais plutôt en mode la veille que je dois faire, sur quel projet j'ai envie d'avancer sur les 7 projets. Donc je fais mon sprint entre guillemets, je priorise et à la fin, je regarde sur comment j'aurais pu mieux faire, là où j'ai échoué, là où j'ai bien réussi. En fait, ça permet d'itérer très rapidement et de se rendre compte de à quel point tu évolues. L'autre conseil, qui est un peu bizarre, c'est de versionner son CV. Moi, je versionne mon CV parce qu'en fait, ça me permet, au fur et à mesure que je rajoute des lignes et des compétences dans mon CV, ça me permet de me rendre compte à quel point j'évolue. Aujourd'hui, j'ai encore le CV de quand j'ai postulé au stage de City-Taps. Ça me permet de voir l'énorme différence qu'il y avait entre mes compétences à City-Taps et ce que j'ai maintenant, et de vraiment voir l'évolution. Et donc, tous les 2 mois, j'essaie de me forcer à mettre à jour mon CV avec mes nouvelles compétences, et ça me permet d'avoir une guideline et de me rappeler, enfin d'avoir un historique quoi sur mes compétences. L'autre conseil super important, c'est vraiment la veille. Aujourd'hui, j'utilise les flux RSS. De mon avis, c'est ce qui se fait de loin le mieux et le plus pratique. Et voilà, le flux RSS, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas, le flux RSS, ça permet de s'abonner aux actualités d'un site. Avant, ce que je faisais, c'est je suivais 5 sites internet et donc tous les matins, j'ouvrais les 5 sites internet et je regardais tous les articles. Sauf que ça, c'est le problème, c'est si tu t'es pas connecté depuis longtemps, ça peut être un peu la merde. C'est dur de ne pas rater d'actualité. Si tu commences à suivre plus de sites, genre une vingtaine, bah, ça commence à être très time consuming. Chaque site est différent, donc enfin, à chaque fois, c'est pas la même façon de la pagination, c'est pas la même façon de retrouver les articles. Et donc moi, j'utilise Feedly, qui est un agrégateur de flux RSS, et donc en fait, tu rentres le lien du site sur sur ton agrégateur de flux RSS, ça te permet de t'abonner au site. Donc du coup, depuis une seule plateforme, tu peux suivre absolument tous tes flux RSS. Alors, je vais partager mon écran en 2 secondes si je peux. Je vais vous partager aussi ma liste de flux RSS pour ceux que ça intéresse. Ça fait quelques années que je l'ai. Là, normalement, vous voyez mon écran avec ma tête là. Ça, c'était un des premiers ordinateurs que j'avais monté. C'est un ordinateur. Enfin, c'est ce que j'appelle un ordinateur. C'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Je crois que c'est en 2014. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent, c'est un Cosmos 2, une vingtaine de ventilateurs, un SLI, un 5960X. Bref, c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque. Ça, c'est une petite brochure de CityTaps. Voilà, j'avais écrit quelques articles pour eux de mon voyage au Sénégal. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez chaque occasion pour écrire des articles et pour vous faire un nom sur Internet. Et en fait, c'est super important pour les SEO parce que du coup, quand on tape Julien Da Silva sur Internet, bah voilà, on va se rendre compte qu'il a posté des articles sur Publicis Sapiens, qu'il a une expertise sur la performance web, qu'il a travaillé pour CityTaps, qu'il est allé à l'étranger en tant qu'expert technique. C'est super bien et ça rapporte que du bon. Et donc là, c'est les pays dans lesquels on travaille actuellement. Et donc là, on se rajoute au Brésil, on est en train de voir pour l'Asie et tout ça. C'est top. Et ça, c'est les premiers prototypes qu'on a fait. C'est vraiment, on est parti en MVP. Ça, c'était en 3 mois de stage, on a bâti un réseau LoRa et on a commencé à créer des compteurs. Ça, c'était vraiment les premiers compteurs d'eau avec une partie électronique dedans, un propre PCB qu'on a designé nous-mêmes. Et donc dans ça, en fait, c'est des planches de Leroy Merlin qu'on a acheté. C'était vraiment le basique du basique. Et, euh, et voilà, et c'est pour dire qu'on peut commencer de très bas et que faut pas hésiter à partir en mode prototype ou MVP. Alors, pour ceux que ça intéresse, Feedly, ouais. Pour ceux que ça intéresse, donc Feedly, moi c'est ce que j'utilise avec plusieurs catégories, Apple, sécurité, hardware, passion, tout ça, le dev. Et donc dans le dev, moi ça doit faire 7 ans que j'utilise Feedly. Donc j'ai pas mal j'en ai ouais peut-être 150 des blogs de dev que je suis. Ça peut paraître beaucoup, 295 articles lus, mais c'est que dalle, hein. Voilà, une catégorie alimentation, une catégorie voiture, école, où je suis par exemple les articles de éthique, enfin les nouveautés de éthique plutôt, sur du hardware et tout ça. Donc ça après je vais envoyer à Brontis la liste des flux RSS que je suis. Et donc, ce qui est bien, c'est que quand on clique ici sur, par exemple, Tech, non, pas Dev, ici, bah, là, j'ai donc tous les articles dans n'importe quel ordre, enfin, de n'importe quel site. Et après, je peux dire, bah, je veux voir que les articles de Angular Blog. Et donc, l'avantage, c'est que quand on clique, en fait, on a un petit résumé sans pub, sans rien, quoi. Et c'est gratuit jusqu'à 100 sources, je crois. Teddy me demande. Donc, ça, c'est au top. Et
Voilà, c'est un freemium. Et l'autre outil que j'utilise beaucoup, c'est Getpocket. Getpocket, c'est mon meilleur allié dans les transports. Donc dans les transports, vous savez, des fois, il n'y a pas toujours Internet, c'est un peu chiant de lire les articles et tout ça. Et donc, moi, j'utilise Getpocket, je sais pas si je suis connecté sur mon ordi. Ouais, super. En fait, Getpocket, c'est une liste d'articles que tu peux importer sur Getpocket et qui permet de pouvoir les regarder plus tard. L'énorme avantage de ça, c'est qu'une fois que tu as partagé une fois que tu as mis ton article à lire plus tard dans Getpocket, en fait, même si l'article il est supprimé, ce qui arrive, eh ben, il reste dans Getpocket parce qu'il est enregistré. Donc du coup, tu peux avoir des articles qui ont 20 ans dessus et toujours y avoir accès. L'autre avantage, c'est qu'il t'enlève toutes les pubs, tous les trucs, il t'affiche uniquement le texte et il a un fond noir. Et donc pour les écrans OLED, c'est super intéressant. Bah, ça ton téléphone avec un fond noir, mais en fait, t'as que l'écriture blanche qui te consomme de la batterie. Donc ça te permet quand tu es dans le métro d'avoir des articles qui sont enregistrés offline et de consommer que dalle en batterie. Et donc tous ces articles-là, bah, tu sais, quand tu es dans le métro, c'est du temps qui est perdu. Bah, avec ça, c'est plus du temps qui est perdu. Tu le rentabilises en faisant une partie de ta veille, même sans Internet. Donc voilà, super intéressant. Autre conseil, c'est essayer de vous rendre indispensable à l'entreprise. Je ne parle pas de ne pas faire de la doc pour que soyez le seul à connaître le projet, mais plutôt que vous soyez tellement bon que dès qu'il y a un projet qui pop, bah, que ça soit pour vous. Et ça vous permet de négocier aussi les salaires plus facilement. Parce qu'on se dit, putain, si ce gars a la part, ça va mettre en péril les projets qu'on a. Donc, et c'est un argument en plus pour pouvoir négocier facilement. Autre conseil, c'est répondez aux recruteurs sur LinkedIn. Super important parce que en fait, que pour tous les abonnés, enfin pour tous les recruteurs qui ont un compte payant sur Premium là sur LinkedIn, en fait, eux, ils peuvent voir votre temps moyen de réponse. C'est-à-dire que si vous répondez jamais, eux, ils le sauront même avant de vous avoir contacté. Donc, ils vont pas s'embêter à vous contacter. Alors que si vous répondez dans la journée ou dans les 3 heures, c'est toujours les gens hésiteront moins avant de vous contacter parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre et ils auront une réponse très rapide. Et dernier conseil, c'est le télétravail. Ça peut paraître un peu chiant et tout ça. Après, vous avez les réunions et tout. Mais l'avantage du télétravail, c'est que ça libère énormément de temps pour faire de la veille à côté, pour faire vos side projects et évoluer plus rapidement, quoi. C'est moins de temps perdu dans les transports. Et donc, si vous pouvez, mon conseil, ça serait de voir pour faire soit du full remote, c'est ce que je fais aujourd'hui, ou négocier voilà 3 jours par semaine. C'est aussi un axe de négociation. Si l'entreprise elle veut pas que vous puissiez, enfin elle peut pas augmenter son salaire, bah vous pouvez négocier 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Et voilà, c'est tout pour moi. Ouais, merci beaucoup. Il y a un truc, je voulais revenir. Tu as parlé de recrutement tout à l'heure. Donc, ça veut dire que forcément, tu es dans les phases de recrutement de l'entreprise. Maintenant, une fois que tu es, toi, maintenant, derrière la caméra, on va dire, euh, aujourd'hui, parce que là, vraiment, quand tu vois l'évolution de ton, enfin, quand tu vois ton évolution de ton profil, euh, qu'est-ce que tu regardes en premier qu'est-ce que tu sais une fois que tu as vu ça que tu es rassuré Ok. comment ça se passe chez vous les phases de test techniques Ok. et Bah, une petite idée du niveau d'aujourd'hui minimum où tu regardes même pas la gueule du mec d'accord. Bah, je vais parler pour un exemple de développeur JS. Quand je recrute un développeur JS expérimenté ou senior, la première chose que je vais regarder, c'est son CV. C'est regarder s'il est brouillon avant de lire sa lettre de motivation, parce que ça va beaucoup plus vite de lire un CV que de lire une lettre de motivation. Dans la plupart des cas, les recruteurs, ils regardent d'abord le CV. Et ça permet de voir si le mec il est brouillon, si je m'en fous qu'il ait pas bossé pendant 3 ans ou qu'il ait fait des pauses ou une année sabbatique, ça me dérange pas. Ce que je veux voir, c'est si son CV est brouillon, s'il est bien organisé, s'il a ses compétences et tout ça. Un petit conseil, qu'il soit intéressé par des voyages, je m'en fous complètement. Parce que tout le monde aime les voyages, ça n'apporte rien à un CV. Par contre, qu'il ait été champion d'échecs, ou je sais pas, qu'il ait été champion de tir à l'arc, ou qu'il ait fait des choses qui sortent un petit peu de commun, ça m'intéresse. Donc ne perdez pas du temps et de l'espace et de la charge mentale pour recruteur à mettre des choses qui sont basiques, en fait. Une fois que j'ai regardé le CV, je vais appeler le candidat et je vais l'interroger sur, par exemple, sur Node.js. Donc, un bon développeur Node.js, en fait, c'est un bon développeur JavaScript et c'est un bon développeur back-end. C'est quoi la différence entre le back-end et le front? C'est déjà la performance, la scalabilité et la sécurité.
et je vais l'interroger sur ces 3 domaines. Voir si en fait c'est un développeur front qui a commencé à faire du back, ou si c'est un développeur back qui a commencé à faire du front, ou si c'est qu'un développeur back. Et voilà, commencer à lui poser des questions. Qu'est-ce que c'est, pour ceux qui vont peut-être passer un entretien en Node.js, c'est quoi le monothread? C'est quoi le multithread? C'est quoi les workers en Node.js? C'est quoi un JWT? C'est quoi un token? Comment ça marche la scalabilité en Node.js? C'est des questions que je vais poser, et en fonction de sa réponse, je vais savoir si déjà le mec il a des bonnes bases en JavaScript et en Node.js. Et je vais aussi poser des questions toutes bêtes sur le niveau de veille. C'est quoi la version LTS aujourd'hui de Node.js? Ça va me permettre de savoir s'il travaille des versions à jour, s'il se tient à jour. C'est quoi l'ORM préféré que tu utiliserais en Node.js pour ta base de données? Ça permet de savoir si le mec il a déjà construit des projets de A à Z en Node.js ou s'il est arrivé que sur des projets en cours. Donc ça, c'est vraiment sur la partie technique. Ensuite, je vais lui poser des questions. Donc toi, tu rentres en tant que dev junior ou senior ou expérimenté. Euh, Si tu devais passer un entretien, quelles questions tu poserais? Et en fait, moi, ça me permet de savoir dans quelle position se trouve le gars qui est en train d'être recruté. Est-ce qu'il veut être là et c'est encore un petit jeune, entre guillemets, ou est-ce qu'il se voit déjà, enfin, est-ce qu'il a déjà réfléchi à l'entretien et à quelles questions lui il poserait en fait à l'entreprise? Ensuite, je vais lui poser quelques questions sur l'entreprise. Est-ce qu'il la connaît? Enfin, c'est des questions très basiques. C'est quoi ses étapes? Et j'ai posé quoi d'autre comme question? Je vais lui demander des références. Je vais lui demander s'il a déjà contribué sur le web sous forme de GitHub ou d'articles sur le web, tout simplement. Voilà, en gros, c'est ça. Ok.